Alors, bonsoir à tous et à tous. On a un superbe plateau ce soir. On est donc en présence de Juliette Aubert-Affolter et de Mirko Bonnet, qui est donc l'auteur et la traductrice, et Yves et Florian Torres, qui sont donc les éditeurs des éditions du Typhon qu'on aime tant. Mm. Euh, on va peut-être commencer par les éditeurs, justement, pour nous montrer à quel point ils arrivent à dénicher des pépites littéraires à chaque fois. Et ça, c'est important de le souligner parce qu'ils font un travail assez incroyable en trouvant des auteurs qu'on ne connaissait pas. Donc justement, Yves et Florian, comment en êtes-vous arrivés à dénicher Mirko Bonnet? Alors, bonsoir à tous et à toutes. En tout cas, on est vraiment ravis encore une fois d'être là. Merci beaucoup d'avoir organisé ça. On est ravis également pour Mirko et Juliette. Voilà, moi j'ai vécu en Allemagne quelque temps. J'ai vécu à Hambourg et en discutant avec à la fois des libraires et puis des amis lecteurs, ils m'ont parlé de l'œuvre de Mirko Bonnet, qui est importante en Allemagne. Un heureux hasard a fait qu'on a pu se rencontrer directement avec Juliette et Mirko. Euh, Mm. et grâce à Juliette et Mirko, ils ont pu m'orienter un petit peu dans l'œuvre dense de Mirko, qui comprend de la poésie, qui comprend des romans. Et Juliette, la traductrice, a attiré notre attention sur un livre qui pouvait être un bon point d'entrée sur son œuvre. Ce livre, c'est Nimmer Nacht, Plus jamais nuit, qu'on a pu traduire. Voilà, donc c'est un projet de longue haleine parce qu'on en parlait déjà quand on s'est rencontrés en 2016, puis hop, le contrat en 2018, un travail particulier en temps de confinement voilà, pour Ouais. arriver justement à la production de ce livre. On est d'autant plus ravis de cette rencontre de ce soir parce qu'au départ, on avait prévu une magnifique tournée voilà, pour que Oui. Mirko et Juliette puissent découvrir et aller à la rencontre du public français. Et les temps ont fait que cette tournée, évidemment, a été on ne peut plus empêchée. Voilà, donc on est ravis parce que l'œuvre de Mirko, à la fois, elle s'inscrit pleinement dans notre thématique, la première collection qui s'appelle Après la tempête, qui porte sur cette littérature, pour ainsi dire, post-conflit, de la reconstruction. Donc les thématiques étaient là. Et en même temps, la sonorité, le style, la langue de Mirko, pour ceux qui ont déjà parcouru son œuvre, est extrêmement singulière. Donc on était à la fois raccord sur le sens en proposant un son différent. Et c'est ce son-là qu'on est ravis de vous faire découvrir pour ceux qui n'ont pas lu ou entendre pour ceux qui ont déjà lu le livre ce soir-là. On va rebondir justement sur cette collection Après la tempête qu'on avait également reçue. Yves, peut-être tu pourrais nous en dire un mot sur ce qui anime cette collection-là. Pourquoi le livre de Mirko s'inscrit dans cette collection-là d'ailleurs? Parce que on aurait pu le mettre ailleurs. Je pense qu'il s'inscrit dans plusieurs thèmes, dans plusieurs thématiques. Pourquoi avoir fait le choix justement de le mettre dans cette collection-là? On en avait parlé effectivement de cette collection lors du premier Blend, justement au printemps. Donc cette collection Après la tempête qui a accueilli notamment beaucoup d'auteurs anglais de ce mouvement littéraire des Angry Young Men que je crois certaines d'entre vous ont lu. Donc il est beaucoup question aussi de, justement, comme le disait Florian, de cette question de la reconstruction. Donc en l'occurrence là, pour les jeunes hommes en colère sur ces mouvements littéraires anglais, c'était la question de comment survivre à l'après-Seconde Guerre mondiale pour les nouvelles générations. Et ce qui nous a beaucoup intéressé aussi avec le texte de Mirko, c'est qu'on est aussi allé du côté de l'Allemagne en publiant un texte qu'on trouve vraiment nous, incroyable, qu'on a publié il y a un an en fait aussi. C'est ça qui est drôle aussi, c'est qu'il y a un an, on sortait aussi un auteur allemand, mais qui c'était cette fois-ci un auteur allemand des années 50, Wolfgang Köppen, avec la mort à Rome, qui traitait aussi de cette question de la reconstruction à travers la figure d'un jeune artiste qui essaie de combattre ses démons en étant à Rome. Quand on a eu le texte de Mirko, ce qui nous a, je pense, vraiment frappé, et Florian peut aussi en témoigner, c'est les résonances qu'il y a. Et nous, on a toujours, enfin, voilà, vous le savez, même dans l'autre collection que vous connaissez par le Chien Noir ou par l'étrange féminin, on a toujours euh, voulu avoir cet écho, cet effet de miroir entre les époques. Et dans le texte de Mirko, pour ceux qui vont commencer à le lire ou qui le liront, il y a aussi beaucoup de cette question du poids du passé, cette question de l'histoire qui revient en permanence dans le texte de Mirko. Et c'est vrai que c'est aussi une des raisons d'être de la maison d'édition, c'est de montrer qu'aucune époque ne suffit à elle-même et qu'il y a en permanence un jeu de résonance et un jeu d'effet de miroir comme ça.
Donc, c'est pour ça qu'on a voulu inscrire aussi ce texte dans cette collection-là, à la fois pour le rapport évidemment à la Seconde Guerre mondiale qu'il y a dans le texte de Mirko, mais plus largement aussi par ce souffle qui transparaît dans le titre, sur comment justement retrouver cette résilience, comment combattre la douleur pour rejaillir vers une forme de vitalité et d'énergie comme ça. Et effectivement, et sortir du temps traumatique où l'avenir est que la répétition du passé. Il y a plein de propositions dans le texte de Mirko qui sont on ne peut plus pertinentes, encore une fois, par l'écriture. Mirko et Juliette vont nous en parler mieux que nous. Bien sûr. Alors justement, on rebondit par rapport à Juliette. Comment avez-vous fait la découverte de Mirko? Et est-ce que Mirko ou vous-même pouvez nous parler de son parcours d'écrivain? Comment en est-il arrivé là? Qu'est-ce qui l'anime en tant qu'écrivain? Alors, déjà, en guise d'introduction, on est aussi ce qui est relativement rare dans le milieu éditorial, un couple à la ville. Et c'est intrinsèquement lié aussi à l'histoire de la publication, parce que j'ai été contactée au départ en 2008 pour traduire ce premier ouvrage, qui était vraiment un ciel de glace. Je ne sais pas si quelques-unes d'entre vous le connaissent ou l'ont lu. Ça relate en fait l'épopée de Shackleton, mais ça reste un roman, donc c'est évidemment fictionnalisé. Et c'était le premier livre de Mirko qui a été traduit donc par mes soins en France, chez un autre éditeur, chez Rivage. Et ils adoraient vraiment l'auteur et le livre. Et malheureusement, il y a un changement d'éditeur ou d'éditrice plutôt. Et comme c'est souvent le cas, en fait, ça coupait complètement le lien. Et du coup, pendant longtemps, il y a une sorte de vide. Depuis, donc entre-temps, on est devenu en couple, voilà, auteur-traductrice pour la petite histoire. Et depuis, donc, comme l'expliquait Florian, après, effectivement, le deuxième livre simplement publié, donc il en reste beaucoup qui ne sont pas encore traduits en français, c'est effectivement Plus jamais nu. Donc là, tout récemment. Et la deuxième question par rapport à comment situer Mirko littérairement, vous voulez dire dans le paysage littéraire allemand? Entre autres, oui. Entre autres. Möchtest du da was dazu sagen? Sag mal die Frage. Die Frage ist, wie man dich situieren kann in der literarischen Landschaft als Autor. Et notamment par rapport à ses influences, peut-être? J'ai vu que l'épitaphe était Emily Dickinson. Oui. Est-ce qu'il y a une résonance par rapport à cela? Oui, alors je vais te laisser maintenant parler lui-même. Es geht die Einflüsse auch literarisch und hat gesehen, dass praktisch als Einführung dieses Dickinson-Zitat ist. Ja. Die Frage, wo deine literarischen Einflüsse. Okay. Und Bonsoir à tous. Danke, dass Sie alle zuhören und sich für das Buch einsetzen wollen. Magst du das kurz übersetzen, Florian, bitte? Oui, alors voilà, je vais interpréter. Alors, quand on interprète, vous savez qu'on parle à la première personne. Hein, donc, c'est pas moi qui parle, c'est Mirko. Donc, Mirko voilà, vous dit bonsoir et vous remercie chaleureusement d'être ici et merci d'avoir envie justement de découvrir ce livre et de pouvoir enfin l'apprécier. Ich werde versuchen, nur immer wenige Sätze zu sagen und bitte dich dann, Florian, sie zu übersetzen. Ich habe ja als Dichter begonnen und komme eigentlich vom Gedicht. Deswegen eilt mir in Deutschland auch der Ruf voraus, ich sei eine Art dichterischer Romancier. Il y a une particularité, c'est que j'ai commencé en étant poète et c'est pour ça que j'ai une réputation en Allemagne, par ce travail que j'ai fait sur la poésie, d'être davantage un poète. Und fast alle meine Romane spielen merkwürdigerweise in Frankreich. Das heißt, ich habe immer wieder versucht, diesen Grenzübertritt mit meinen Figuren zu veranstalten, die in Deutschland starten und dann irgendwie in Frankreich enden und verschwinden. Mein Roman Wie wir verschwinden über Albert Camus' Tod spielt sogar ganz in Frankreich. Et la particularité, c'est que la plupart de mes romans, justement, se déroulent en France avec des personnages qui passent la frontière. Et si on prend un exemple, c'est Verschwinden, comme nous disparaissons, avec un personnage central qui est le personnage d'Albert Camus. Et ce roman se déroule en France.
Ja, und seither werde ich so als der französischste Romancier der jüngeren Generation in Deutschland gehandelt. Und bin deswegen auch sehr froh, dass endlich wieder in Juliettes Übersetzung ein Roman auf Französisch erscheinen kann. Et les romanciers français ont eu une influence très importante sur moi. C'est pour ça que je suis absolument ravi que ce roman existe en français par la traduction de Juliette. Ja, das sind so meine Wurzeln. Ich schreibe Gedichte, ich schreibe Romane und ich übersetze vor allen Dingen englische Klassiker und zusammen mit Juliette auch französische klassische Literatur. Et quant à mes racines et à mon parcours, je suis donc poète, je suis également romancier et également traducteur. Alors, Mirko traduit de l'anglais vers l'allemand et avec Juliette, ils traduisent ensemble justement de l'allemand vers le français et du français vers l'allemand. Et j'ai vu que Mirko était aussi traducteur de Beckett notamment et de Cummings. Justement, donc c'est un couple de traducteurs. Est-ce un couple d'écrivains aussi? Est-ce qu'on peut considérer que la traduction, à mon sens, la traduction est un métier d'écrivain? Mais pour vous, Juliette, est-ce que véritablement, comment vous travaillez en fait avec Mirko pour réécrire ces passages? Alors, c'est un grand débat. Il y a beaucoup de gens qui disent non, les traducteurs sont évidemment pas des écrivains. La plupart des traducteurs eux-mêmes disent évidemment on est des écrivains. Pour moi, c'est un travail de réécriture. Donc, de ce point de vue-là, évidemment, ça reste un travail de création littéraire. Donc, oui. Après, on a quand même toujours une base. C'est un peu comme un exercice d'un atelier d'écriture dans lequel on aurait toujours une base et à partir de là, on doit recréer quelque chose. Donc, la base, elle est donnée au départ. Donc, de ce point de vue-là, non, on n'est pas écrivain. Après, moi, je suis aussi autrice parce que j'écris pour mon compte, à la fois en français et en allemand. Donc, de toute façon, j'ai aussi ce passage entre les langues, mais dans ma propre tête, si on veut, parce que je viens de finir une pièce de théâtre en allemand. J'écris de la poésie également dans les deux langues. Et voilà, et de temps à autre, je m'auto-traduis juste pour me confronter aussi aux horribles questions que les horribles auteurs osent imposer à leurs traducteurs. Donc, c'est un peu une tâche un peu schizophrène. Et la question, comment j'aborde les textes de Mirko en tant que traductrice, c'est ce que je fais à peu près avec tous les textes. En général, je commence par lire en entier l'ouvrage et selon le temps, en général, c'est des questions purement pragmatiques, selon le temps à disposition. Et là, comme l'évoquait Florian, on a travaillé dans des conditions vraiment extrêmes avec Corona, parce que la dernière partie en fait de Plus jamais ni, je l'ai traduite avec mes enfants qui faisaient leur homeschooling, les trois juste dans la salle, dans la pièce d'à côté. D'ailleurs avec Mirko qui essayait de faire leur devoir avec eux, donc c'était épique. Et là, j'étais en mode complètement dégradé, ce qui fait que j'ai vraiment traduit page par page en faisant tout ce travail de relecture que d'habitude je fais plutôt sur un long chapitre, parce que j'ai ce luxe d'avoir ce temps-là d'habitude. J'ai en général entre 8 et 12 mois pour un roman, contrairement à beaucoup de collègues qui traduisent parfois en 2-3 mois. Et là, c'était vraiment, on était avec Florian, on avait un échange parfois journalier sur certains passages. Et j'avais la chance, évidemment, qui est très rare aussi, d'avoir l'auteur quasiment dans la même pièce, littéralement. Donc, j'ai pu régler toutes ces questions que je pose toujours à l'auteur. En général, j'ai toujours un contact avec les auteurs. Par curiosité, parce que j'aime bien savoir qui ils sont et aussi parce que j'ai toujours un maximum de questions. Donc là, on a fait un peu tout ça en même temps, si vous voulez. Toutes ces étapes qui sont d'habitude, qui s'enchaînent. Là, c'était tout, avec cette contrainte de temps, c'était tout dans un même sac, en quelque sorte. Il y a un point important et dans le travail que vous avez pu faire à 4 mains ou à 2 mains, c'est également la traduction de Simenon vers l'allemand. Oui. Et récemment, Mirko, toi, tu as traduit Conrad aussi. Ja. Ouais. Simenon habe ich zusammen mit Juliette übersetzt. Les Fantômes du Chapelier. Und da haben wir zum ersten Mal ganz intensiv Hand in Hand gearbeitet, um diesen deutschen Text möglichst lebendig zu gestalten.
Voilà, nous avons effectivement travaillé ensemble à la traduction du texte de Simenon et ça a été un travail, un travail vraiment laborieux, très prenant pour arriver à rendre compte de sa langue en allemand. Aber es ist mir auch noch wichtig zu sagen, dass Juliette und ich ja seit 14 Jahren gemeinsam an meinen Büchern gearbeitet haben, immer wieder auch, und dass wir uns über diese Fragen, die bei Übersetzungen entstehen und die sehr tief in den Text hineinreichen, dass wir uns über diese Fragen so gut kennengelernt haben und zu Freunden geworden sind. Und es ist für uns immer eine große Freude, diese Arbeit wieder aufleben lassen zu können. Inzwischen übersetze ich auch Juliettes Texte ins Deutsche, weil wir einfach diesen Austausch sehr, sehr lieben und in unserem Leben fest verankert haben. Et ce qui est important aussi de rajouter, c'est qu'en fait, avec Juliette, ça fait 14 ans, à la fois qu'on travaille sur les livres et qu'on se pose la question de cette traduction, de la traduction en général. Donc, ça fait 14 ans qu'on échange profondément sur cette thématique en prenant des textes, en les retravaillant. Et cet échange fait pleinement partie de notre vie et de notre couple. Peut-être pour dire concrètement comment on a travaillé par exemple sur ce livre-là, donc vers l'allemand cette fois. Là, on se retrouve en un couple de traducteurs, vraiment, sauf qu'on n'a pas la même langue de départ et d'arrivée, donc c'est vraiment très complémentaire. Et en général, comme moi je suis de langue maternelle française, je crée une version que j'appelle une version chantier, c'est-à-dire celle que je montrerai même sous la torture à absolument personne, avec mes différentes variantes, etc. Et une version qu'on appelle intralinéaire. Et à partir de là, en fait, c'est un peu une sorte de squelette, de base, pour que Mirko comprenne le texte, avec toutes les variations, par exemple, s'il y a des jeux de mots, ou je signale là, il y a un jeu de mots en français, donc pour qu'il ait vraiment un maximum d'éléments sur la langue. Et à partir de là, lui transforme ça en un texte littéraire en allemand, puisque c'est sa langue maternelle. Et après, moi, je repasse une dernière fois dessus pour regarder par rapport au français, qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qui se modifie, qu'est-ce qui est acceptable ou pas, sur quel passage on revient. Enfin, toutes les questions après de traduction en fait, qui se posent entre la langue cible et la langue source. On va peut-être, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, faire un petit pitch de cette histoire. On ne l'a pas encore fait, c'est important. Et je suis persuadé que l'un de vous quatre va le raconter avec brio pour donner envie à ceux qui ne l'auraient pas encore lu. Mirko? Soll ich jetzt, ja. Ja. Nicht vorlesen, aber es geht darum, dass man das Buch praktisch vorstellt. Das Und er Buch fragt uns vorstellt. vier, wer das am liebsten oder am besten macht. Ja, eine kleine Zusammenfassung der Geschichte und ich übersetze. Ich versuche. Möchtest du das? Also was mir ganz besonders wichtig ist, ist, dass ich Nie mehr Nacht oder Plus jamais nuit als europäischen Roman verstehe. Und als eine individuelle Geschichte, die in die deutsche NS-Zeit zurückreicht, die den Überfall auf Frankreich schildert und die in gewisser Weise eine poetische Wiedergutmachung darstellt. Anhand von Figuren, die darunter leiden, dass in ihrem Elternhaus nie darüber gesprochen wurde, was damals geschah. Voilà, ce qui est important de préciser pour moi, c'est que Plus jamais nuit, Niemer Nacht, c'est un roman qui se veut être un roman européen. Dans la mesure où vous verrez, où vous savez que les individus, les personnages qui sont au centre de Niemer Nacht, ils se confrontent au passé de la Seconde Guerre mondiale, au passé de ce temps des nazis, et ils se confrontent aussi avec un passé qui, chez eux, n'a jamais été travaillé, n'a jamais été abordé. Et ce qui était important pour moi, enfin, pour Mirko, c'est de traiter tout ça justement par la langue et par ce travail poétique. Aber Plus jamais nuit ist auch ein Generationenroman und er verläuft im Grunde genommen über 4 Generationen hinweg bis in unsere heutige Gegenwart. Und ich versuche die Geschichte zu erzählen, wie diese Depressionen im Lauf der Zeit vererbt wurden
und versuche Wege zu finden, wie diese historische Depression, die da durch diese Familie läuft, aufgearbeitet werden kann. Das ist das, was zwischen Markus Lee und seiner Schwester Ira passiert und was weitergetragen wird an seinen Neffen oder Sohn, wie man es auch immer verstehen will, Jesse. Et ce qui est important aussi de préciser, c'est que ce roman, donc on peut le considérer comme un roman également générationnel, avec 4 générations à l'intérieur du roman. Les personnages que vous connaissez, vous allez voir, Marcus, personnage central, son neveu, ou vous verrez, Jesse, la sœur de Marcus, ce personnage aussi très important, de fantôme Ira. Et ce qui était intéressant de travailler à travers ces 4 générations, c'est la question du transgénérationnel, avec entre autres la question de la dépression qui traverse ces générations et comment faire pour trouver une voie, pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir peut-être guérir. Und eine ganz zentrale Frage ist, die ich mir beim Schreiben gestellt habe, wie lässt sich überhaupt Erinnerung erzählen und wie lässt sich Geschichte darstellen? Und ich habe einfach festgestellt, dass es da sehr unterschiedliche Formen gibt der Glaubwürdigkeit. Und fand das sehr interessant. Mein eigener Sohn, der heute 24 ist und der sozusagen eine Art Coach war für die Figur des Jesse, der spielte seinerzeit, als ich den Roman schrieb, ganz intensiv Computerspiele, Kriegsspiele, Shooterspiele und hatte im Gegensatz zu mir viel mehr Ahnung von den französischen Brücken, die mein Zeichner zeichnen sollte, die ich mir sozusagen erst aus Geschichtsbüchern heraus suchen und recherchieren musste. Die kannte er alle schon und hatte er, wie er sagte, alle schon eingenommen. Voilà, et parmi les questions importantes de ce roman, parmi les questions centrales, vous verrez, donc il y a la question à la fois du souvenir, de la mémoire, de la représentation de l'histoire, de ces interférences entre mémoire et histoire également. Et ce qui a été très important pour moi et ce qui a servi un petit peu comme ça de modèle, c'est mon propre fils qui a 23 ans aujourd'hui et qui a servi de modèle pour le personnage de Jesse, que vous allez découvrir, vous connaissez. Son propre fils au moment de la rédaction du roman, donc en 2013, il jouait beaucoup aux jeux vidéo et en particulier aux jeux vidéo liés à la Seconde Guerre mondiale. Et vous savez sans doute, vous verrez que dans le livre, il y a cette figure du pont à dessiner, parce que la commande du dessinateur, c'est justement de dessiner les ponts traversés par les Alliés après la Seconde Guerre mondiale. Et ces ponts-là, le fils de l'auteur, donc le fils de Mirko, les connaissait très bien parce qu'il les avait vus dans les différents jeux vidéo. Alors, pour ainsi dire, Mirko s'est servi de lui comme une sorte de cobaye, de voir ses connaissances et de voir cette sensibilité à cette époque-là. Alors, en principe, ce genre de thème-là, en tout cas pour Ira, notamment pour la sœur qui se suicide, on peut le dire, c'est au début du roman. En principe, ce thème-là est abordé par des auteurs qui ont déjà vécu cela. Je ne sais pas si... apparemment, Mirko n'a pas vécu ce genre de scène, mais c'est extrêmement puissant de voir à quel point c'est incarné. C'est véritablement incarné. Le fait de la perte d'un être cher est à la fois extrêmement incarné dès le début du roman. Et j'avais l'impression que Mirko avait déjà vécu cette scène. Peut-être pas, mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est extrêmement bien fait. Nein, nicht ganz. Also er sagt, traditionell werden solche Selbstmord-Szenen oder Geschichten von Autoren erzählt, die selbst Rassismus erlebt haben. Und aber selber Ahnung, dass es, was ja nicht der Fall ist, dass es nicht so verkörpert ist. Und es ist sehr schön dargestellt, als hättest du diese Erfahrung gemacht. Ja, es ist so, dass einer meiner engsten Freunde sich zwar nicht das Leben genommen hat, aber unter sehr, sehr extrem starken Depressionen gelitten hat und immer noch leidet. Und ich würde es als Dichter so ausdrücken, dieses Buch ist nicht nur eine Darstellung der Depressionen dieses Freundes, sondern stellt auch eine Bannung dar. Schwer zu übersetzen. Es ist der Versuch, etwas sozusagen durch Poesie
darzustellen und damit zu bannen. Ich weiß nicht genau, wie man das übersetzen kann. Ouais, ich versuche und Juliette, du sagst mir après. Ja. Et oui, ce que vient de dire Mirko, donc c'est il a un ami très proche qui a souffert et souffre toujours de dépression. Donc il a pu s'inspirer de ça. Mais le but et le travail du livre, c'est pas simplement de prendre ce thème de la dépression, c'est encore une fois ce travail sur la langue, ce travail poétique, ce travail de l'esthétique, ce travail du style pour proposer une voix à travers justement cette thématique on ne peut plus noire. Stéphanie? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Mirko. Bonsoir. Alors, moi, je l'ai fini cet après-midi, le roman. Et ce qui m'a interpellée dès le début, même avant de le lire, c'est le titre. Et je m'étais dit tout de suite qu'il y avait en fait un parallèle. Enfin, je ne savais pas, mais voilà, je me suis dit un auteur allemand, il y a quand même des chances pour qu'il y ait une évocation des faits du passé. Et alors, je me suis dit, et je pense que ça a été confirmé par ce que vous avez dit tout à l'heure, que en fait, bien sûr, ça fait référence en fait au trajet, au parcours du personnage principal qui essaie d'aller vers la lumière. Et en même temps, de façon métaphorique, c'est aussi la trajectoire de l'Allemagne qui essaie de se débarrasser en fait des démons et des fantômes du passé. Et c'est une façon en fait de traiter à la fois l'intime et l'historique. Et donc voilà, je me suis demandé si vous aviez cette volonté dès le départ de faire se croiser en fait une trajectoire personnelle et une trajectoire historique. Et si vous l'avez déjà fait dans d'autres œuvres. Von Anfang an diesen Ring oder diese Ansicht über persönliche Geschichte und Geschichte zu verbinden, was du da schon mit anderen Romanen gemacht, um das kurz zu fassen. Weil er hat gesagt, der Titel für die spielt doch beides an. Auf diesen Weg ins Licht für die Hauptfigur, aber auch die deutsche Geschichte. Also das Land praktisch kann seine eigenen Dämonen. Verstehe. Es ist so, dass dem Roman eine ganz persönliche Geschichte zugrunde liegt, nämlich die meiner Großmutter. Die taucht auch, diese Geschichte, in dem Roman auf, allerdings nur am Rande. Der Lieblingsbruder meiner Großmutter ist in der Normandie getötet worden im Zuge der D-Day-Operationen. Und er war damals 19 Jahre alt. Und meine Großmutter wollte ihr ganzes Leben lang wissen, was damals passiert ist und wollte sein Grab besuchen, hat aber dieses Grab in La Combe, das ich auch beschreibe, und auch den Namen des Soldaten, der taucht ja dort auf, sie hat aber aus einer bestimmten persönlichen, ja, wie soll ich sagen, Scheu vielleicht vor dem, was dort auf sie wartete, immer darauf verzichtet. Und das war für mich der Anlass, diesen Roman eigentlich zu schreiben, weil es ist so eine Art Familientragödie, immer sehr heikel auf deutscher Seite, so das zu nennen, aber auf jeden Fall ein Familiendrama, was ich in gewisser Weise nach dem Tod meiner Großmutter aufarbeiten wollte. Soweit erstmal, ja. Voilà, donc l'un des points de départ, ça peut être justement une histoire personnelle qui est celle de ma grand-mère. Ma grand-mère, son frère préféré est mort pendant le débarquement. Il avait 19 ans et sa grand-mère, un petit peu toute sa vie, a essayé de travailler, a essayé de faire son deuil et elle a voulu trouver sa tombe, la tombe de ce frère aimé. Ensuite, il y a eu tout un travail de sa part qui était un mélange de peur, de refus, de déni, ce qui fait qu'on se rend compte que l'un des points de départ de ce roman, ça a été après la mort de cette grand-mère-là, et d'essayer d'écrire quelque chose qui serait de l'ordre et de transfigurer d'une tragédie familiale, d'un drame familial. Also ich verstehe Nie mehr Nacht als historischen Roman auf der einen Seite,
auf der anderen Seite aber auch als Familienroman oder Familienzerrüttungsroman und auch als Liebesroman. Und alle drei Seiten dieses Romans gehören für mich zusammen und greifen ineinander. Es ist ja auch ein Roman, der die Liebe auf eine ganz andere Art und Weise erzählt, eine Art Liebe, die die Realität aufhebt. Dafür ist er im Deutschen auch sehr gelobt worden. Und ich denke mir, es ist dasjenige, was man mit Poesie heute noch machen kann, die Realität zu durchdringen und andere Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Donc, pour moi, dans Plus jamais nuit, il y a trois aspects centraux, essentiels. C'est un roman, on peut dire, d'histoire, avec l'histoire avec un grand H. Cette question également du roman familial et quelque chose qui est de l'ordre du roman d'amour. Trois aspects qui s'interpénètrent, pour ainsi dire. Et ce qui était important pour moi de travailler dans cet aspect du roman d'amour, c'était quelque chose qui était un amour réaliste, un amour travaillé justement par ce qu'on connaît, par ce réel. Et ce mélange-là entre ce travail sur un roman d'amour fait par le réel à travers cette langue, à travers l'intérêt par la poésie, ça permettait d'avoir une voix particulière qui permettait, encore une fois, non pas de fuir le réel, mais de l'atteindre par cette histoire-là. Annie-Rose? Bonsoir à tous. Du coup, moi, je connais assez bien les paysages que vous décrivez dans le roman puisque je suis normande, j'habite à Caen. Je me pose la question, est-ce que vous avez fait le voyage jusqu'en Normandie justement avant d'écrire votre roman? Et que pensez-vous en fait du tourisme de mémoire qui se développe justement autour des plages du débarquement? Ja, gute Frage. Ich war in der Normandie, ich war auch in der Bretagne und habe mir einige Orte angesehen, aber mir geht es bei meinem Schreiben nie darum, die sogenannte Realität abzuschildern, sondern ich nehme mir die Freiheit, darin besteht der Reiz des Fabulierens und des Schreibens für mich, die Realität anders darzustellen, anzureichern, sodass, das dürfte schwierig sein, das zu übersetzen, Florian, Wirklichkeit daraus wird. Und insofern, ich habe natürlich sehr viel recherchiert über die Ereignisse rund um den D-Day und habe mir auch einige Orte angesehen, aber danach ging es sozusagen für mich erst richtig los mit dem Schreiben. Was diesen Tourismus angeht, ja, es ist sicherlich eine Art der Wachhaltung der Ereignisse. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen davon traumatisiert sind, nach wie vor. Und dass auch diese extreme Emotionalität, die damit verbunden ist, verständlicherweise, weitergegeben wird durch die Generationen, sodass die Erzählung eigentlich nicht mehr zur Ruhe kommt. Und die Erzählung lebt sozusagen immer weiter durch diesen Tourismus. Ich persönlich würde mir da kein Urteil erlauben. Schwierig. Ich denke mir, mehr Ruhe wäre sicherlich gut, aber was ich gesehen habe, fand ich im Großen und Ganzen sehr interessant. Besonders was die Landschaft angeht, die Vernarbtheit der Landschaft, die Zeichnung der Landschaft, im Sinne von, dass sie wirklich Zeichen dieser Geschichte trägt. Alors oui, alors c'est une très bonne question. Alors effectivement, j'ai été en Normandie, j'y suis allé plusieurs fois, j'ai pu faire à la fois des recherches solides, sérieuses sur le débarquement. Néanmoins, c'est important pour moi de préciser évidemment que ce travail d'écrivain, ce n'est pas un travail documentaire et que tout mon travail d'écrivain, c'est d'essayer de proposer justement une sorte d'altération de la réalité, peut-être pour pouvoir mieux voir, et de travailler sur, non pas ce qui a été, mais sur les possibles, vous voyez, sur ce qui aurait pu être.
Quant au tourisme de mémoire, alors bon, bah, ça m'est difficile et je ne peux pas difficilement poser de jugement. En revanche, ce que j'ai pu voir, c'est cette émotion et ce traumatisme, c'est-à-dire cette chose un petit peu qui contamine de génération en génération, avec cette grande difficulté de trouver la paix. Et voilà. Anne? Bonsoir, guten Tag, Mirko, Juliette. Je ne vais pas dire plus en allemand, sinon il faut la nuit, même si je comprends. Voilà. Plus jamais la nuit. J'ai lu le premier chapitre de votre roman juste avant la rencontre et ça m'a vraiment, vraiment serré le cœur. C'est ce que dit Anthony, c'est tellement émouvant ces premières pages que j'ai presque très envie et un peu de crainte de lire la suite. J'espère que je ne serai pas trop émue encore. J'ai une question concernant justement le souvenir. Je travaille avec des gens en Allemagne, j'ai de la famille en Allemagne. On n'évoque pas le sujet de la guerre à aucun moment. Et je voulais savoir si en littérature, finalement, si la littérature permet cela, s'il y a d'autres écrivains qui, comme vous, évoquent le sujet au travers de romans européens et au travers de romans qui sont des romans aussi d'amour, ou si finalement vous êtes un peu seul à évoquer la guerre de cette façon-là. Voilà. Je vous prie d'excuser mon ignorance de la littérature allemande, déjà. Littérature allemande qui est très peu connue en France, traduite. Clairement, oui. Et traduite. Und sie ist oft in Deutschland und hat auch deutsche Verwandte, die wundern sich immer wieder darüber, dass es kaum thematisiert wird. Diese Kriegstrauma, von Geschichte. Und sie fragt sich, ob du praktisch als Literat in Deutschland, weil sie entschuldigt sich, dass sie die Wissenschaft literarisch praktisch der einzige bist, der in dieser Form, nämlich Liebesroman, diese Themen, diese Geschichtlichkeit thematisiert oder ob es irgendwelche andere Autoren gibt? Ja, also mir fällt sofort Uwe Timm ein, der durchaus auch über dieses Thema schreibt, gerade die Verbindung zwischen Liebe und Geschichte, wie sich die Liebe auch verändert hat in den letzten Jahrzehnten und welche heilsame Wirkung sie entfalten kann. Im Grunde genommen ist die Liebe ja auch ein Influencer. Und das versuche ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, aber ich bin einer, der festhält einfach an bestimmten poetischen Prinzipien. Und ja, ich interessiere mich einfach für die Tiefe der Geschichte. Und das ist allerdings etwas, was heutzutage, glaube ich, ziemlich selten ist. Alors, ce qui me vient spontanément, c'est un autre auteur allemand qui s'appelle Hugo Timm et qui effectivement évoque ce thème et qui essaie de lier les questions d'histoire et de relations passionnelles avec une question qu'il pose dans son œuvre, c'est quel effet cette histoire-là peut avoir sur les relations passionnelles, sur l'amour. Et Mirko précise au passage que l'amour, c'est son influenceur dans une certaine mesure. Et il dit aussi, il reconnaît qu'il n'est pas le seul, mais lui, ce qui le guide vraiment, peut-être qu'on en reparlera, c'est encore une fois toute cette écriture, ces principes poétiques. Et encore une fois, ce qu'il cherche à peut-être combler ou occuper, c'est ce qui serait de l'ordre des creux, des failles de l'histoire, là où justement le romancier, l'écrivain a sa place, ou a une place. J'avais une question pour Mirko. J'aimerais savoir si dans son œuvre, j'essaye d'aller très vite et très court pour faciliter le travail des deux traducteurs qui font un travail magnifique aujourd'hui. Donc merci Florian et Juliette. J'aimerais savoir si dans l'ensemble de votre œuvre, il y a cette dichotomie, cette hybridité entre lumière et obscurité. Ou au contraire, ce roman se détache totalement avec ces deux thématiques. Das in Gesamtheit deiner Werke diese Dichotomie, diese Trennung zwischen Licht und Dunkelheit, oder ist es wirklich etwas, das über Nacht charakterisiert? Gute Frage nicht.
Ja, das ist eine sehr schöne Frage, die ins Poetische hineinreicht. Die gibt es auf jeden Fall. Mich interessiert sowohl die Nacht als auch das Licht, also der Tag. Und ich versuche, die Unterschiede in jedem meiner Bücher deutlich zu machen. Es ist zum Beispiel so, dass ich die antarktische Nacht, die ja durchaus über Wochen gehen kann, in meinem Roman Un ciel en glace, Un ciel de glace, immer wieder genau beschreibe, wie die Nacht sich auswirkt, wenn sie auf den Tag gelegt wird. Aber auch in meinen anderen Romanen versuche ich, das nächtliche Prinzip und das lichte Prinzip gegeneinander nicht zu opponieren, sondern die Unterschiede deutlich zu machen und klar zu machen, wie alles beides zusammenhängt und wie es nächtliche Menschen gibt und wie es lichte Menschen gibt. So würde ich das jetzt erstmal sagen. Mein letzter deutscher Roman heißt, Juliette hat ihn gerade geholt, Lichter als der Tag. On peut traduire par plus lumineux que le jour, en sachant qu'il y a aussi un jeu de mots avec Licht, la lumière, au pluriel les lumières, Lichter. Donc il n'en est pas à son coup d'essai. Non. Okay. Oui, alors c'est une très belle question. C'est une très belle question politique et poétique aussi. Ce jeu et ce basculement entre la nuit et le jour qui est effectivement au centre de mon œuvre. C'est cette différence que j'essaie de travailler, ce point d'indécision également entre le jour et la nuit. Je travaille à l'intérieur de cet écart et je montre des personnages qui sont à la fois portés par le jour et portés par la nuit. On citait l'un de mes titres, pour citer l'un de mes titres qui, comme Juliette l'a dit, s'appelle en allemand Lichter als der Tag, plus lumineux que le jour. Et effectivement, c'est quelque chose qui revient souvent, ces interactions entre, on peut dire, ces puissances lumineuses et ces puissances nocturnes. Juste pour rajouter quelque chose, c'est qu'en tant que traductrice, j'ai traduit que 2 romans, mais je les connais tous. Et c'est vrai qu'il y a la portée métaphorique et elle est vraiment au centre de quasiment de chaque roman ou de chaque œuvre. Et il y a toujours une sorte de sortie du tunnel, sans faire de spoiler, mais on va en général toujours vers une sorte de fin ouverte et très lumineuse. Et c'est vrai que c'est vraiment la lumière et la nuit ou l'obscurité, c'est vraiment un des thèmes centraux de ces œuvres. De toutes. Oui, Florian. Oui. Pour intervenir simplement et pour préciser, Mirko en a parlé, Juliette aussi, Anthony aussi t'en a parlé, mais Mirko a tout ce travail de poésie, ce travail poétique. Et c'est vrai qu'au départ, en faisant un petit cliché rapide, on pourrait se dire, oh là là, bah, le mec, il vient de la poésie, il va sortir des choses extrêmement lyriques, virtuoses, comme ça, on va être face à quelque chose d'un petit peu peut-être hermétique, et pas du tout. Et nous, ce qui nous a vraiment séduit dès le départ, et c'est pour ça qu'on a été voilà, très, très ému par le texte de Mirko, et vous l'avez senti pour ceux qui ont pu le découvrir ou le lire, c'est qu'il y a encore une fois tout ce travail sur l'épure. On sent que chez Mirko, les mots comptent, et ça compte autant le mot qui va être inscrit que le mot qui a été refusé, pour ainsi dire. C'est vraiment très beau dans le travail de Mirko. Et un petit point aussi, c'est très important pour lui, ce qui compte dans la poésie, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est aussi une poésie des paysages que vous avez pu voir ou peut-être ressentir en lisant Plus jamais nuit. Ja, ich hab kurz über ein bisschen deine Arbeit als Dichter gesprochen und ein Ding sehr wichtig, das ist, für dich ist Dichter nicht abstrakt, aber etwas mit der Landschaft. Und du hast viel darüber geschrieben und finde ich das sehr interessant, diese ganze Arbeit im Buch Nimmer Nacht, diese mehr oder weniger Gedicht von Landschaft. Das ist unglaublich schön. Est-ce que tu pourrais parler, Mirko, de pourquoi justement tu places Emily Dickinson au début du livre et d'expliquer l'importance qu'elle a pour toi? Et d'ailleurs, je crois que le titre est inspiré de ses vers. On est d'accord? Oui, absolument. Oui. Ja, aber nicht nur wegen des Titels. Ich habe, als ich das Buch geschrieben hatte und abgeschlossen hatte, habe ich nach einem Titel gesucht, der das Bild der Nacht in einen Vers einschließt.
und habe bei Emily Dickinson sehr viele schöne Beispiele dafür gefunden. Und habe dann deswegen meine Figur der Maybrit zu einer Emily Dickinson-Übersetzerin gemacht, damit sozusagen Emily Dickinson in mehrfacher Hinsicht in dem Roman vorkommt. Aber es ist auch so, dass ich mich in der Zeit, als ich Emily Dickinson, als ich den Titel gefunden hatte, mich mit Emily Dickinson auseinandergesetzt habe. Ich habe ihre Liebesgedichte ins Deutsche übersetzt und habe über ihre Biografie gelesen und war ganz entzückt von ihrer Liebe zu ihrem Hund, der ja auch in meinem Roman vorkommt. Das heißt, dieser große schwarze Hund, der dieser dänischen Familie gehört, ist eigentlich Emily Dickinsons Hund. Und so sind im Grunde genommen alle meine Bücher aufgebaut, dass sie Verknüpfungen haben, dass sie in die Literatur genauso weisen wie in die Geschichte. Und ich denke mir, dadurch soll wahrscheinlich für mich auch Literatur verlebendigt werden und weitergehen. Ja, Emily Dickinson, Liebesgedichte. Voilà, alors c'est vrai que Emily Dickinson, elle est importante pour moi, pas seulement à cause de ce titre-là. J'ai travaillé en tant que traducteur, j'ai traduit des poésies d'Emily Dickinson et j'ai pu lire également énormément de choses sur elle, entre autres ses lettres. Et dans ces lettres, j'ai pu trouver la présence d'un gros chien noir. Et vous verrez dans le livre, vous savez que la famille danoise dans ce livre, Plus jamais nuit, justement possède un gros chien noir. Et que ce gros chien noir, en fait, c'est le gros chien noir d'Emily Dickinson. Et pour moi, c'est très important qu'il puisse avoir ce qu'on pourrait appeler l'intertextualité ou des références ou des relents entre poésie, littérature et entre les époques. Ce qui fait que lorsque j'ai cherché un titre, lorsque j'ai écrit ce livre, que je cherchais un titre, où je cherchais un titre où à la fois on aurait l'image de la nuit qui se referme et qui ouvre vers autre chose, c'est la proposition d'Emily Dickinson qui m'est apparue. Et ça nous laisse l'occasion de saluer Lucie Barat pour Le Chien Noir. Est-ce que peut-être on lit un extrait? Oui, allez, on y va. On lit l'extrait en allemand et en français, Juliette, c'est bon? Pour Oui, vous et c'est Mirko? Ça nous fait une petite interlude. Ja, soll ich den? Okay, Ja, es ist besser. Ich lese eine Passage, in der das Verhältnis zwischen Ira und ihrem Bruder Markus zum ersten Mal sehr deutlich wird. Auch die Verzweiflung Markus, weil ihm deutlich wird, dass er Ira nicht mehr festhalten und nicht mehr wird retten können. Là, je lis un passage qui va vous montrer la relation entre le personnage principal Marcus et sa sœur Ira. Et à un moment où on voit clairement le désespoir, pour ainsi dire, de Marcus par rapport à sa sœur Ira qui perd pied. Wie den Augenblick, da das Blatt sich wendete, wie den Moment erkennen. War man denn in der Lage, einen Augenblick zu erkennen? Das hieße doch, sich auf den Zeitpunkt gefasst zu machen, da nichts mehr blieb, wie es eben noch war. Wenn ich an meine Schwester dachte, kamen mir die Fragen in den Sinn, die Ira und ich in den Nächten in ihrem Haus sinnlos hin und her gewälzt hatten. Es gab darauf keine Antworten. Es waren Fragen, die Antworten ausschlossen. Und immer öfter beschließt mich das Gefühl, dass Ira sie nur deshalb stellte. Wenn du dich in die Enge getrieben siehst, wenn sich alles, aber auch alles gegen dich verschworen zu haben scheint und du meinst, nicht eine Minute länger kannst du es aushalten vor dieser Wand, woher willst du dann die Kraft nehmen, das alles als Trugschluss zu durchschauen? Ich wusste nichts zu erwidern. Ich konnte ihr nicht folgen und wollte ihrer auch gar nicht folgen bis vor die graue Wand. Hör auf, dir das Hirn zu zermartern. Nimm deine Tabletten, nimm sie regelmäßig, geh zum Arzt, geh zu der Gruppe, wo du früher warst. Das war doch immer gut. Lass dich von dem negativen Kram nicht so anfressen und runterreißen. Meistens hatte ich nur Phrasen gedroschen,
Ich weiß, lautete für gewöhnlich ihre Antwort, sobald sie sich müde geredet hatte. Ich weiß ja, was zwar genauso mechanisch klang, dafür aber ehrlich war. Und es folgte ihr Seufzen, bei dem es mir den Magen umdrehte, oder noch schlimmer, das traurige Lächeln, mit dem sie in der Terrassentür stand und den Zigarettenrauch in die Nachtluft blies. Je vous lis le même passage en français. Comment repérer l'instant précis où la page allait se tourner? Pouvait-on d'ailleurs repérer un instant? Cela signifierait en effet se préparer au moment où il ne resterait plus rien de ce qui existait une seconde avant. Lorsque je pensais à ma sœur, j'avais en tête les questions qu'Ira et moi ressassions en vain durant les nuits passées dans sa maison. Nous ne trouvions pas de réponse. C'étaient des questions qui excluaient les réponses. Et j'avais de plus en plus souvent l'impression qu'Ira me les posait uniquement pour cette raison. Quand tu te sens poussé à bout, que tout, mais vraiment tout, semble s'être ligué contre toi, et que tu te dis que tu ne vas pas tenir une minute de plus devant cette cloison, où veux-tu donc trouver la force de comprendre que tout cela n'est qu'une illusion? Je ne savais pas quoi répondre. Je n'arrivais pas à suivre Ira, et je ne voulais pas la suivre jusqu'à la cloison grise. Arrête de te triturer la cervelle. Prends tes cachets, prends-les régulièrement. Va chez ton médecin. Retourne voir le groupe que tu fréquentais autrefois, c'est toujours bien passé. Ne te laisse pas ronger et abattre par des pensées négatives. La plupart du temps, je me contentais de débiter des phrases toutes faites. Je sais, répondait-elle d'habitude, dès qu'elle était fatiguée de parler. Je sais bien. Une formule tout aussi machinale, mais qui avait le mérite d'être honnête. Puis elle se mettait à soupirer, ce qui me retournait le cœur, ou pire encore, elle affichait un sourire triste, debout à la porte de la terrasse, en expirant la fumée de sa cigarette dans l'air nocturne. Merci, merci à tous les deux. Sandra? Oui, bonsoir à tous. Alors, moi, je suis, pour vous situer un petit peu, je suis à la page 50 du roman. J'aime beaucoup, voilà. J'en dirai pas plus pour le moment, j'ai très envie de continuer. J'ai remarqué justement sur ces premières pages, pour revenir sur les thématiques, la solitude et la peur, c'était en tout cas des thèmes que j'avais trouvés sur ces premières pages avec les deux personnages, le frère et la sœur. Je me posais deux questions en fait. Est-ce que ce sont des thèmes, la peur et la solitude, qui traversent votre œuvre, que je ne connais pas au-delà de Plus jamais nuit? Et puis une autre question qui me taraudait un petit peu, est-ce que c'est la peur qui les pousse finalement à être seuls, ou est-ce au contraire, est-ce que c'est le fait d'être seuls qui provoque leur peur de la vie, leur peur finalement de ce qui peut arriver? Merci. Sie hat sich bis Seite 50 so mitgelesen und sie hat das Gefühl, dass zwei wichtige Themen dran sind. Und ich frage mich, inwiefern das Themen sind, die auch dann andere Bücher praktisch streift. Und die zweite Frage war, wie ist praktisch die Wechselwirkung zwischen Einsamkeit und Angst? Sind sie einsam, weil sie Angst haben, oder ist es umgekehrt, dass die Angst praktisch zur Einsamkeit wird? Ja. Ja, diese Wechselwirkung, die gibt es natürlich auf jeden Fall, und sie ist, glaube ich, auch der Depression wesentlich, ein integraler Bestandteil. Ich habe ja mit meinem Buch versucht, Wege aus der Einsamkeit und aus der Angst zu schildern. Und dafür musste ich erst einmal auch die Einsamkeit und die Angst schildern, die die beiden Geschwister miteinander teilen. Und die sie, glaube ich, nur ertragen können, indem sie sich einander zuwenden und sogar über die Grenze des Erlaubten hinausgehen und ein Liebespaar werden. Nur so ist diese Angst oder auch dasjenige, was da im Hintergrund in dieser Familie ist, für sie beide erträglich. Soweit vielleicht. Ich möchte allerdings auch darauf hinweisen, dass Ira
Der Name bedeutet Zorn. Und Ira ist für mich eine sehr zornige junge Frau gewesen, voller Leben und voller Neugier, die allerdings genau aus diesem Grund dieses Wechselspiels zwischen Angst und Einsamkeit diesen Zorn schließlich gegen sich selbst findet. Alors oui, vous avez tout à fait raison, ces thématiques à la fois du désespoir, de la dépression sont très présentes. Et ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, c'était de montrer des personnages qui tentaient coûte que coûte de sortir de ça, de sortir de cette solitude, de sortir de cette peur, de sortir de ce sentiment d'être isolé. Ce que vous voyez ou ce que vous allez voir à travers les deux personnages principaux, Marcus, donc le personnage dessinateur, et sa sœur disparue qui le hante, hein, donc c'est un fantôme dans tout le livre, et ben, c'est qu'ils partagent cette peur et cette solitude ensemble, mais dans un premier temps, leur seule façon de supporter cette solitude-là, c'est d'aller jusqu'au seuil de ce qui est permis, voilà, le seuil d'une certaine... vous allez découvrir, et tous les deux se débattent avec cet arrière-fond de cette histoire familiale. Un point important, c'est que Ira, ça veut dire donc en hébreu la colère, et en elle, on la voit colérique, il y a cette vie, il y a cette curiosité, il y a tous ces potentiels. Le problème, c'est que cette colère, elle la retourne non pas contre le monde, mais contre elle-même. Juste pour rajouter un petit point en tant que traductrice, cette notion de peur, elle est évoquée dès le début, en fait, dès la première page, cette peur de la nuit. Et ce qui, pour moi, fait une difficulté en déchargeant du livre, c'est que, évidemment, on sent qu'il y a une dimension métaphorique là aussi, et qu'elle n'est jamais explicitée complètement. Elle reste toujours un peu en suspens, et elle est aussi vraiment en suspens dans la langue. Et c'était un gros travail dans la traduction, d'essayer toujours de garder cette sorte un peu de suspension, je dirais, dans les mots, parce qu'on sent qu'il y a plein de choses aussi qui se passent et qui restent cachées derrière les mots, comme tu en parlais tout à l'heure, Florian, tu évoquais ça. Il y a une autre dimension, en fait, derrière la langue, et c'est vrai que c'est une des caractéristiques pour moi de l'écriture de Mirko, et c'est ça qui rend la traduction vraiment un travail titanesque, parce qu'on sent qu'il y a vraiment une partie cachée de l'iceberg, évidemment dans ce roman, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont refoulées, mais globalement, il y a toujours une langue derrière les mots, en quelque sorte, qui est un peu un sous-texte. Et peut-être que ça vient de la poésie, justement, où chaque mot est polysémique, et où il y a toute une dimension de la poésie, du monde de la poésie qui passe dans l'approche chez Mirko. Stéphanie ? Oui, moi j'avais une question sur la fin du roman dont on ne peut évidemment pas parler, mais est-ce que vous aviez en tête dès le départ cette structure-là avec une révélation finale ? Et je voulais vous dire aussi que j'ai trouvé que c'était très réussi de traiter de sujets pareils. Il y a plusieurs sujets qui sont extrêmement douloureux, extrêmement difficiles, à commencer par le suicide, bien sûr, la dimension historique, mais il y en a d'autres. Malgré ça, on ne sent à aucun moment en fait trop la douleur du point de vue du lecteur. Donc il y a une certaine luminosité à laquelle on peut toujours se raccrocher pour justement ne pas sombrer et avoir l'impression d'être tiré vers la lumière, comme peut-être le narrateur essaie de le faire. Et donc, est-ce que c'était ce cheminement-là que vous aviez en tête dès le départ, cette ouverture-là, à la fin, cette révélation-là, même si on ne peut pas la nommer clairement, est-ce qu'elle était dès le départ inscrite en fait dans votre parcours d'écriture? Du das von Anfang an so geplant hattest. Das ist dann irgendwann oft auch am Ende. Und diese Randbemerkung so zwischendurch war, dass du ganz viele sehr heftige, schwere Themen ansprichst, so wie Krieg und Selbstmord und das. Und ob das von Anfang an praktisch ein Ziel war, dass es am Ende so wird. Okay. Also ich arbeite an meinen Büchern nicht konzeptuell, sondern ich arbeite Hand in Hand mit meinen Figuren.
Ich entwerfe Figuren und wenn sie anfangen zu leben, lebendig zu werden, Konturen bekommen, lasse ich ihnen die Freiheit, ihre eigenen Wege zu gehen und sich mit den anderen Figuren auszutauschen. Und das führt ganz oft zu den ganz erstaunlichsten Entwicklungen innerhalb meiner Bücher. Und ich versuche dem zwar etwas entgegenzusetzen, aber mir ist es ganz wichtig, diese Offenheit zu erreichen. Sie ist, glaube ich, wahrscheinlich sogar der eigentliche Grund, weswegen ich schreibe. Und das betrifft beide Punkte, die Sie da angesprochen haben. Ich wusste zwar, dass ich ein Buch schreiben will über Depressionen und über historische Zusammenhänge damit und auch einen Liebesroman, aber ich wusste nicht, wie die Figuren sich dort aufstellen und welche Konstellationen sie bilden. Voilà, donc ce qui est important de préciser, c'est que dans la façon dont je travaille, en fait, ce n'est pas une façon conceptuelle. Je travaille plutôt à la fois main dans la main avec les personnages, dans la mesure où ce qui est important pour moi, c'est essayer de leur donner des contours, de leur faire prendre vie. Et une fois qu'ils ont leur propre vie, bah, j'essaie de les faire vivre. Je vois un petit peu là où ils vont et j'essaie de les suivre dans leur voie, de les laisser se développer et vivre par eux-mêmes. Et ce qui compte dans ce processus d'écriture, en fait, c'est l'ouverture, les voies que je leur propose. Ce que je savais avant tout, et ce qui pourrait être paradoxal par rapport à ce que je vous raconte, c'est que je voulais traiter donc à la fois de la dépression, des questions transgénérationnelles, il fallait qu'il y ait cette histoire d'amour, mais je ne savais pas exactement où j'allais aller. Et on n'a pas encore parlé justement de ce road trip avec Jesse, ce personnage qui est tout à fait lumineux lui aussi. J'aimerais savoir justement par rapport à cela, Mirko, comment avez-vous travaillé par rapport à ce personnage-là qui est assez jeune, qui a 15 ans, je crois, de mémoire. C'est une notion particulière de travailler sur l'adolescence. De quel matériau vous êtes-vous servi pour affiner aussi fortement ce personnage-là? Ja, deswegen spielt in dem Roman auch Musik eine so große Rolle. Das geht zurück auf die Diskussionen zwischen mir und meinem Sohn über Musik, über die Selbstmorde von Ian Curtis, dem Sänger von Joy Division, und dem Sänger von Kurt Cobain von Nirvana. Eine Diskussion, die wir über Jahre hinweg geführt haben. Und Jesse ist tatsächlich mein Versuch, erstens eine Brücke herzustellen in die heutige Zeit, aber auch wieder eine Brücke herzustellen zu meinem Sohn. Und über Diskussionen, über Fragen zu Marken zum Beispiel, Turnschuhe, Bandanas, Sweatshirts und so weiter, auch mit seinem Vokabular wieder in Kontakt zu kommen, um dadurch für mich die heutige Zeit, die für mich ehrlich gesagt sehr schwer verständlich ist, besser kennenzulernen. Et le modèle de Yessi, du personnage, donc ça a été mon fils, et ce qui a beaucoup nourri l'écriture, c'est également les discussions sur la musique que je pouvais avoir avec mon fils, entre autres discussions sur le suicide du chanteur Ian Curtis de Joy Division, qui donc le groupe joue une place importante dans l'œuvre, également Kurt Cobain de Nirvana. Et donc dans le livre, il y a la figure importante du pont, die Brücke, une façon d'aller vers l'autre. Et ce livre a été également une façon pour moi de construire un pont vers mon fils et une façon de construire un pont vers le présent de cette génération, quoi, de cette contemporanéité. Avec des discussions avec mon fils autour des marques, autour du style, ce qu'il aimait, de ce qu'il portait, de voir son vocabulaire et essayer de comprendre cette génération qui parfois semble difficilement compréhensible. Merci. Anne? J'ai lu que le livre avait été publié en Allemagne en 2013. Je voulais savoir comment il avait été
accueilli. Et puis, vous avez fait mention au tout début de la rencontre du fait que ce livre-là avait été choisi parmi les romans écrits par Mirko pour être traduit en français parce qu'il avait plus de chances de plaire aux Français. Enfin, c'est ce que vous avez dit au début, je ne sais pas si j'ai très bien compris, mais bon, voilà. Et du coup, comment est-il accueilli en France? Et est-ce qu'il y a déjà l'envie chez vous, 4, de traduire d'autres romans, d'autres écrits? Ich vergesse ein bisschen zu Wurzeln, wie das Buch in Deutschland damals, was in angekommen ist, der sich umgeht. Und wie gesagt, das Buch ist jetzt von Infinity ausgewählt worden, weil es so einen starken französischen Bezug hat. Und die Absicht besteht, uns alle 4 weitere Bücher von mir übersetzen zu lassen. Ja, dann antworte du mal bitte zuerst. Alors, pour répondre à la place de l'auteur, voilà, j'en profite. Donc, il est sorti en 2013. Il a été très bien accueilli en Allemagne. Et il a été directement sur la shortlist du Deutscher Buchpreis, le prix du livre allemand, qui est la distinction, enfin une des distinctions suprêmes en Allemagne. Donc, il a été beaucoup lu. C'était, on peut dire, un best-seller en Allemagne. Et c'était une des raisons pour lesquelles j'avais proposé ce livre à Florian. L'autre étant aussi, parce qu'il y en a d'autres, hein, Lichterstatag fait aussi partie de cette trilogie française, comme Vive Verschwinden. Donc c'était pas tellement enfin c'était aussi le lien évidemment avec la France, mais il y avait donc le fait que c'était un livre qui est très bien marché en Allemagne. Et c'était aussi pour s'inscrire dans la ligne éditoriale des éditions du Typhon, parce que ça me semblait aller parfaitement dans cette collection après la tempête, un peu cette gestion de crise, comment on envisage la suite, en fait, l'après-crise. Et il y en avait beaucoup d'autres, hein, et je pense que ça me paraissait intéressant, celui-là, parce qu'il y a justement cette passerelle entre l'histoire personnelle et la grande histoire. Et ça me paraissait un des thèmes importants aussi pour les éditions du Typhon. C'est pour ça que j'ai proposé en premier à Florian. Et c'était la suite de la question sur l'accueil en France. Comme disait Florian, malheureusement, et le deuxième confinement a encore joué des tours, comme beaucoup, je pense, de confrères, sur un titre qui est paru juste avant ce qu'on sait tous. On avait organisé, comme Florian l'a dit tout à l'heure, toute une tournée en France, mais bon, voilà, malgré tout, on commence à avoir aussi certains retours de libraires, de le voir qu'il est poussé de plus en plus. On espère aussi, grâce à vous, qu'il sera poussé plus le roman. Donc, on espère en fait pouvoir travailler sur ce titre sur le long cours, parce que voilà, vous savez très bien que cette année, elle est tellement particulière qu'on ne sait jamais ce qui se passe d'un mois en autre. Donc, on espère pouvoir avoir la chance aussi de faire venir Mirko en France peut-être plus tard. Donc, il faut travailler là en ce moment beaucoup sur les libraires, sur la presse, alors que les programmes sont en permanence décalés. Donc, c'est une situation qui est compliquée, mais on espère, et je pense que c'est aussi la qualité du texte, d'être un texte qui est intemporel, qui peut être, qui a une durée de vie longue, et c'est sur quoi on va essayer de miser pour faire lire au maximum le roman de Mirko. Mais évidemment, la période est pas facile, mais elle n'est pas facile pour tout le monde. Stéphanie? Oui, alors moi j'ai noté une phrase qui est revenue 2 fois au moins dans le roman et qui m'a vraiment interpellée parce qu'elle me semble centrale en fait pour l'histoire, et j'aimerais bien avoir votre réponse personnelle à vous, à cette question que vous faites, que vous faites poser à un personnage. Est-on capable de repérer un instant décisif? Voilà, donc cette question-là, c'est évidemment Marcus qui la pose à 2 reprises. Et qu'est-ce que vous répondriez, vous, finalement, à cette question-là? Sie sind praktisch nicht direkt das stellt eine Frage, die zweimal im Roman vorkommt. War man in der Lage, anscheinend einen Blick zu erkennen? Und es ist ein Satz, eine Fragestellung, die sie sehr prägnant findet, und ich würde gerne wissen, wie du darauf antworten würdest. Ich würde sagen, ja. Wenn man auf die Dinge achtet, die dazu beigetragen haben und die erst dazu
befähigen, überhaupt diesen Augenblick als etwas ganz Besonderes wahrzunehmen. Ich könnte jetzt einige Beispiele nennen, aber ich glaube, das hat etwas damit zu tun, der Welt zu vertrauen und ihrer Sprache etwas abzugewinnen und sie auch verstehen zu wollen. Ich bin ja als Dichter der festen Überzeugung, dass die Welt mit uns in Kontakt tritt und dass wir allerdings fast alle verlernt haben, diese Sprache zu sprechen oder zu verstehen. Und Poesie ist für mich etwas, was sozusagen davon übrig geblieben ist. Aber diese entscheidenden Momente gibt es und ich glaube, man erkennt sie auch in ihrer Brisanz, in ihrer Sanftheit oder in ihrer Dramatik. Voilà, pour répondre à votre question, bah oui, on peut repérer un instant décisif. Alors, évidemment, c'est pas facile, mais pour ça, il faut essayer justement, et c'est tout le travail de la poésie, d'avoir ce goût de l'observation, des choses qui nous entourent, et une façon aussi d'accepter d'être traversé par ces choses-là. Une façon également d'essayer d'avoir confiance dans le monde, d'essayer d'avoir envie de comprendre ce qui se passe et de saisir ce contact avec le monde et les choses, et la poésie y contribue. Cet instant décisif, il est on ne peut plus marquant, il peut briser et on peut le remarquer à la fois, il peut nous surprendre dans son éclat ou dans ses moments tragiques et dramatiques. Sandra? Stéphanie est satisfaite, je crois. Oui, donc pour ma part, je voulais revenir sur la couverture qui, je trouve, attire énormément l'œil en librairie. Je trouve qu'elle claque un petit peu cette couverture. Alors, c'est vrai que souvent, vos couvertures au Typhon ont un graphisme, un visuel vraiment particulier, reconnaissable aussi, et puis toujours très réussi. Je la trouve vraiment très réussie, cette couverture. Notamment ces lettres manuscrites, enfin semblant manuscrites. Et puis bon, cette image un peu qui sans doute parle beaucoup à ceux qui auront lu le livre. Mais voilà, je voulais savoir simplement comment elle avait été travaillée, cette couverture, et particulièrement ce titre qui est vraiment voilà, marquant sur la page, puisqu'il utilise toute la page, il prend toute la page. Voilà comment vous avez travaillé dessus. Est-ce que Mirko aussi a participé au choix de cette couverture? Et qui est bien plus belle que la couverture allemande, que je n'ai pas vue, mais je le tente quand même. Une provocation. Alors, pour cette couverture, on a travaillé avec une artiste marseillaise qui s'appelle Elodie Lasca, c'est son vrai nom, Lasca. Je vous invite à voir ce qu'elle fait, c'est vraiment très beau. Et notamment, en fait, on avait repéré un de ses travaux qu'elle avait fait sur des paysages pour une agence d'architecture. Et en fait, quand on discutait voilà, ça faisait un moment qu'on voulait travailler avec Elodie, qu'elle nous montrait des choses, et tout ce qu'elle avait fait autour de l'architecture était que des vues sur l'extérieur, ce qui était assez rigolo, parce qu'elle travaillait sur une agence d'architecture qui lui demandait de faire des choses sur l'intérieur, et en fait, il y avait toujours quelque chose sur l'horizon, et notamment beaucoup sur ces couleurs-là, sur ces couleurs de bleu, de rose, de rouge. Et ce qu'on a voulu aussi tout de suite dans la couverture, c'était aussi de faire référence au personnage principal de Mirko, qui est un illustrateur, donc d'aller aussi vers ce type de dessin-là et d'avoir quelque chose qui, peut-être à l'inverse d'autres couvertures que l'on a, qui est peut-être presque plus sur un tableau. Et la composition du titre, on a fait plein d'essais. Au départ, on s'était dit on garde cet aspect du tableau et on va aller dans un titre qui va être peut-être un peu plus sage. Et justement, en fait, ce qui est très fort dans le titre de Mirko et dans cette traduction en français du titre, c'est que justement, elle donne cette énergie qui est peut-être ce qui fait sur la couverture, je pense. En tout cas, cette typo à la main qui donne cette chose de la lumière dans cette couverture-là.
Donc c'est comme ça qu'on a travaillé, à la fois en pensant au personnage principal du roman de Mirko, et aussi comment donner cette vitalité qu'il y a dans le texte. Et pourquoi ce titre en grand? Ben, c'est ce que je disais, c'est en fait, on l'a travaillé de plein de manières au départ, le titre. On l'a travaillé, par exemple, en le mettant au début sur cette partie-là du texte. Et en fait, on avait l'impression que ça figeait trop et qu'il n'y avait pas justement cette recherche qu'il y a dans le roman de Mirko, dont Mirko a parlé, de cette recherche sur cette énergie, sur cette capacité à vouloir revivre. Et pour nous, c'était, quand on l'a mis comme ça, ce texte-là, quand Élodie Lascar l'a composé comme ça, c'était vraiment ce qui nous donnait cette impression de quelque chose de plus percutant. Oui. Et ce qui est important aussi, enfin vous verrez ou vous le savez peut-être, c'est qu'on a le personnage du dessinateur qui est chargé de dessiner des ponts, qui peut-être n'y arrivera pas et qui ne dessinera pas des ponts, mais sur des ponts. Et on trouvait que c'était intéressant de faire ce lien-là, justement, vous voyez, bing, c'est sur la couverture, quoi. Il y a quelque chose comme ça qui apparaît et qui est là. Et voilà, et après, le travail, comme toujours, en bonne intelligence, c'est-à-dire qu'on soumet nos couvertures aux auteurs. Voilà, c'est un couple, la Juliette et à Mirko, pour qu'ils soient d'accord, emballés. Et si ça marche, on y va, quoi. Et si je ne me trompe pas, c'est la première fois que, enfin, c'est un design particulier pour cette couverture-là. Tu m'en avais parlé d'ailleurs il y a très longtemps, Yves, et tu m'avais fait l'honneur de me la montrer en préambule. Mais justement, c'est quelque chose que vous allez perdurer. Est-ce que vous allez travailler avec cet artiste sur le long terme ou au contraire, c'était pour l'instant encore un one-shot? Non, mais comme tu sais, nous, on travaille nos couvertures vraiment en rapport avec le texte. Donc, à chaque fois, pour nous, l'enjeu, c'est de trouver la bonne personne. On a la chance d'être bien entouré au niveau de ça, d'avoir plein d'illustrateurs qu'on connaît, avec qui on est proche. Donc, je pense qu'un jour, on retravaillera avec cette illustratrice, avec Élodie. Mais c'est vrai que nous, c'est vraiment le texte avant tout sur la question des couvertures. C'est-à-dire que lorsqu'on a lu le texte de Mirko, Florian Allemand, puis la traduction, on a tout de suite pensé à elle. En fait. Le travail sur les couvertures se fait vraiment que comme ça au départ. Avant tout sur le texte et sur la bonne personne qui nous semble adaptée au sujet du roman et au style du roman. J'aimerais poser une question à Mirko. J'aimerais savoir quel personnage, à partir de quel personnage il s'identifie. Est-ce que véritablement il y en a un avec qui il a une relation particulière? Est-ce qu'il a une tendresse particulière pour un des personnages précisément? Ou au contraire, tous sont ceux de Mirko? Und also eine bestimmte Zärtlichkeit oder Apathie für eine bestimmte Figur. Oder bist du mit allem irgendwie verantwortlich? Das ist eine sehr persönliche Frage. Natürlich fühle ich mich Markus Lee am nächsten, aber ich denke mir, was ich hier veranstalte, ist auch der Versuch einer Rekonstruktion, eine Art von Persönlichkeit, wie ich sie mir vielleicht wünschen würde oder wie ich sie auch mal besessen habe. Nämlich wenn ich Markus und Ira zusammennehme, ergibt sich sozusagen ein Ganzes. Das ist auch dasjenige, worunter die beiden leiden. Sie leiden ja letztendlich unter ihrer Zwillingshaftigkeit und darunter, dass sie getrennt sein müssen, sagen wir mal so. Und das ist natürlich alles sehr schwer in Worte zu fassen, aber ich glaube, der Roman vermittelt wenigstens ein Gefühl dafür. Und durch die Liebe meines Sohnes, durch die Liebe zu meinem Sohn ist mir natürlich Jesse auch sehr, sehr wichtig. Das ist ganz klar. Und eine riesige Freude war es für mich, als mir meine Figuren gezeigt haben, dass Ira durchaus wieder zurückkommen kann. So wie Eurydike wieder zumindest versuchsweise zum Leben erweckt wird durch Orpheus und an die Oberfläche zurückkehrt, auch wenn in der griechischen Mythologie etwas anderes dabei herausgekommen ist. Aber
am Ende Ira wieder lebendig zu sehen, war für mich natürlich eine riesige Freude. Alors, c'est une question très personnelle que tu poses, Anthony. L'auteur l'a dit. Voilà, donc voilà, le personnage qui vient en premier, c'est Marcus Lee. À travers, oui, cette tentative de reconstruction, il y a quelque chose qui l'émeut profondément. Mais ce qui émeut beaucoup Mirko aussi, c'est finalement cette sorte de gémellité entre Marcus et Ira. Vous voyez, qui forment comme un tout. Et une fois séparés, c'est extrêmement dur. Donc, il a beaucoup d'affection pour ce tout-là qui doit vivre séparé. Énormément d'affection également pour Yessi, parce qu'il projette la figure de son fils. Quant à Ira, ce qui le touche beaucoup dans le livre, c'est le fait qu'à un moment donné, pour ainsi dire, c'est comme si elle réapparaissait. Et en ça, ça évoque le mythe d'Orphée et d'Eurydice, hein, Eurydice. Le moment où justement, elle est chercher les enfers dans la mythologie et pendant un temps, elle renaît. Il y a quelque chose qui est proposé dans la figure d'Ira qui le touche aussi beaucoup, cette tentative par la poésie de faire revivre pour un temps. Il y a Amandine tout à l'heure qui s'inquiétait de l'obscurité du texte. Il faut quand même qu'on rassure tout le monde. Le texte est certes une part obscure, mais à mon sens, la lumière est bien plus présente. C'est jamais larmoyant, l'ambiance n'est jamais plombante, c'est pas mortifère non plus. Il faut aussi qu'on le signale que ce ne soit pas uniquement un livre sur le suicide, sur l'obscurité. Non, c'est aussi c'est beaucoup de lumière. C'est complètement ça. Et oui, un petit point, mais on en parlait tout à l'heure, Juliette en parlait tout à l'heure et Mirko également, c'est qu'en fait, les critiques de 2013 ont été complètement dithyrambiques en Allemagne, la presse s'en est emparée, voilà, Mirko a fait plein d'interviews, et entre autres, ce que disait le jury du Deutscher Buchpreis, c'est-à-dire le grand prix littéraire allemand, c'était ce défi incroyable, c'est-à-dire que Mirko, il écrit sur les thèmes on ne peut moins sexy, hein. On a la dépression, le suicide, la mort, etc. Et à travers tout ça, il arrive sans cesse à nous porter, à faire jaillir de la lumière, à nous envelopper. On a des ambiances cotonneuses. Enfin, c'est extraordinaire ce qu'il arrive à faire, entre autres cette poésie des paysages dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est un défi de faire un anti-feel good book dans lequel pourtant on se sent bien. Je ne sais pas si Mirko ou Juliette veulent rebondir sur ça, mais je pense que c'est important de le signaler. Moi, je voulais dire quelque chose. Effectivement, je crois que ce qui fait que on n'est pas du tout dans le mélo, c'est que vraiment au mélo où on a un personnage qui est placé dans une situation donnée et auquel il arrive sur 200 pages ou sur la durée d'un film, une tragédie après l'autre. Là, on part d'une situation tragique qui est donnée d'emblée. Le suspense ne se repose pas là-dessus, en fait. Et ce personnage, c'est vraiment le cheminement de ce personnage vers la lumière. Et donc, le cadre est sombre, mais tout ce qu'il y a autour et la sortie est lumineuse, en quelque sorte. Donc, effectivement, on n'est pas du tout dans un livre déprimant, puisque ça... Et je crois que ça explique aussi le succès en Allemagne, ça parle à beaucoup de gens, parce que malheureusement, c'est une question de suicide. Et Mirko le racontait aussi dans certaines lectures, il avait énormément de gens qui pensaient effectivement qu'il avait déjà une sœur alors qu'il n'en a pas, et qu'il y avait un suicide eu dans la famille, et qu'en quelque sorte, il racontait cette expérience personnelle, ce qui n'est pas le cas, ou du moins pas directement. Et ça a touché beaucoup de gens, parce que malheureusement, beaucoup ont vécu ce genre de situation, et se retrouvent dans ce personnage, parce que c'est vraiment un cheminement très humain, je crois, à partir des ténèbres vers la lumière. C'est extrêmement rare, c'est ce que je disais en introduction, c'est extrêmement rare un auteur qui arrive sans avoir vécu la chose à la retranscrire aussi facilement. C'est pour ça que c'est surprenant, donc bravo, parce que véritablement c'est un exploit d'avoir incarné aussi bien ce deuil et cette fracture. Et justement, j'aimerais rebondir sur ça. Le texte dit clairement, en tout cas pose la question de comment renaître après avoir été anéanti. Et j'aimerais savoir si Mirko avait vécu un moment pareil, ou si cela arrivait, est-ce qu'il avait une solution, ou en tout cas une équation à résoudre par rapport à cette question-là?
Man fragt im Grunde, das ist ja beeindruckend, das ist ja schon gesagt, dass du praktisch das nicht direkt erlebt hast, dass du das so toll schildern kannst. Und er fragt sich, ob ob du was Ähnliches, also in der Tragik oder zumindest in dieser Intensität erlebt hast oder wie du hypothetisch reagieren würdest, als du in einer ähnlichen Situation wärst. Wie kommt man eigentlich ins Licht? Ja. C'est encore une fois très personnel, je le Oui. concède. Bravo, Anthony. Ich versuche ja in meinem Roman die Verantwortlichkeit zu delegieren an andere Figuren. Ich nenne, das sind für mich Beschützer- oder Begleiterfiguren. Man könnte sie auch engelhafte Figuren nennen, aber das ist mir zu religiös. Figuren wie zum Beispiel Annick oder auch Maybrit. Das sind Figuren, die Markus Lee, der ja durchaus den Plan hat, Ira zu folgen in den Tod, davon abhalten, indem sie Vorbilder sind und ihm zeigen, wie lebenswert das Leben ist. Das, was Juliette gerade sagte, der Weg ins Licht ist ja der Weg des Romans und nicht der umgedrehte ins Dunkel, den Ira gegangen ist. Ich bin mir nicht so ganz sicher, um das auch mal ganz persönlich zu beantworten, ob dieser Roman nicht auch meine Antwort ist auf eine schwere Krankheit von vor ungefähr 20 Jahren, an der ich beinahe gestorben wäre. Und ich bin irgendwie durch sehr viel Glück, aber auch durch ein Festhalten an den Glauben an die Lebendigkeit, an den Glauben an die Kinder, durch den Glauben an die Sprache, an den Austausch, bin ich, glaube ich, wieder zurückgekommen. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass das was mit diesem Roman zu tun hat. Oui, alors, avant de pouvoir répondre vraiment, un petit point disant que les personnages, si vous voulez, c'est comme des sortes de compagnons qui accompagnent. On pourrait les considérer aussi comme des anges, mais ce serait trop religieux pour moi. Si on prend les figures, les personnages dans le livre comme Annick ou Maybrit, on s'aperçoit que c'est grâce à ces figures-là que Marcus, le personnage principal, ne va pas suivre sa sœur dans la mort, que ce sont des figures, des personnages qui empêchent, qui retiennent. Et pour répondre à l'aspect plus personnel de votre question, c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, j'ai souffert d'une maladie et j'ai réussi à m'en remettre. Et j'ai vu à ce moment-là qu'il y avait une croyance possible dans la vie, dans la langue, dans les échanges, une confiance à avoir. Et peut-être que 20 ans plus tard, ce livre est une réponse à ce que j'ai traversé. J'ai bien fait de poser la question. Avant de passer la parole à Stéphanie, on a pour habitude de faire une petite photo de groupe. Donc voilà, préparez-vous. Ceux qui ont le livre, mettez-le en avant. Okay. Cool. 3, 2, 1. Super, c'est bon. Merci. Stéphanie, c'est à toi. Oui, alors est-ce que pour vous, Mirko, l'écriture, le pouvoir des mots, l'écriture de façon générale permet de rendre acceptable, voire de sublimer, de transcender en fait toutes les situations difficiles, toutes les horreurs du monde, les guerres, voilà, les choses terribles qui se passent dans le monde. Est-ce que par l'écriture, on arrive toujours à s'en sortir la tête haute? Ja. Nein, nicht. Aber ich glaube, dass Literatur eine Art lebensstiftender Widerstand darstellt und dass man durch den Glauben an den Austausch, an das Miteinander, und Literatur bedeutet ja Miteinander, bedeutet Austausch und Miteinander,
dass man durch den Glauben daran, daran festhalten kann und eine Art Tradierung weiterführt, die, ich habe das ja selbst erlebt, also mit meinem Sohn zum Beispiel, dass man ein Interesse weckt und ein wirkliches Interesse weckt an den Dingen und an den Wurzeln der Dinge, an der Geschichte der Dinge, die einfach in die Zukunft weist. Das gilt nicht nur für Literatur, das gilt für Kunst schlechthin. Also das gilt für Musik genauso wie für Malerei oder Schauspiel oder Tanz. Das ist vollkommen klar. Aber meine Art, diesen Austausch herzustellen, ist nun mal die Literatur oder das Schreiben. Alors, bon, dans un premier temps, non, à votre question, mais oui, dans certaines mesures, la littérature voilà, ne permet pas tout, mais en revanche, elle entre en résistance contre ce que vous avez décrit. Ce que propose la littérature, encore une fois, c'est cet échange profond, c'est cette parole parlante avec la possibilité, encore une fois, d'aller vers l'autre et d'aller aussi vers les choses. Ça peut passer par le toucher, par une façon de ressentir. Pour prendre un exemple, c'est ce que j'ai vécu avec mon fils, par exemple, où je me suis rendu compte qu'en partageant des sens d'intérêt, ça faisait comme une sorte d'objet transitionnel. Et à partir de là, on a pu construire à partir de ces intérêts communs, à partir de quelque chose qui serait de l'ordre de racines, du fait d'être posé et d'arriver à se comprendre. Et la littérature participe de cet élan-là, de se poser pour aller vers un ailleurs, qui serait l'autre. Pour continuer, Stéphanie. Oui, j'ai une autre question qui n'a rien à voir. J'ai noté une phrase qui m'a interpellée. Alors, je vous la lis. Les Français se fichaient bien. Non, les Français se fichaient qu'on soit allemand du moment qu'on ne les envahissait pas et qu'on faisait les courses à la Fnac comme eux. Donc, est-ce que vous pensez que voilà, c'est encore le regard que posent les Français sur les Allemands? Est-ce que c'est cette idée-là qu'on a en fait à notre époque en Allemagne, ou bien c'était juste un trait d'humour de Marcus? Question diplomatique, il en fallait une. Man kommt nicht in ihr Land und schaut weiterhin bei der Fnac. Und die fragen sich, ob es praktisch das die Art und Weise, wie man irgendwie Frankreich in Deutschland sieht, oder das ist ja so ein Verein Naja, das kann ich nicht beurteilen, weil ich ja nicht für meine Landsleute sprechen kann. Aber ich denke schon, dass Frankreich gegenüber ein ganz besonderer Respekt gezollt wird von deutscher Seite aus. Ähnlich wie den Niederlanden gegenüber oder Belgien gegenüber. Man könnte auch sagen, gegenüber den Ländern, die man mal überfallen hat. Obwohl das bei Polen anders ist, leider. Aber es ist für mich schon wichtig gewesen, auch da ein Risiko einzugehen und etwas über mein Frankreich-Bild in dem Buch zu sagen. Und allerdings nicht einfach mit der Hau-drauf-Methode, sondern einfach auch subtile Dinge wahrzunehmen und aufzuschreiben, meinen Figuren in den Mund zu legen und zu reflektieren auf diese Weise. Ich mag es bei Fnac. Voilà, alors oui, bah, c'est difficile de juger vraiment, mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que en tout cas, en Allemagne, il y a énormément de respect, ou disons, oui, peut-être c'est pas tout à fait ça ce que tu as dit, Mirko, mais un petit sentiment de culpabilité par rapport à cette invasion, que ce soit en France, en Belgique ou en Hollande. Et sur ce sentiment, ce léger malaise, je voulais prendre le risque d'en parler, d'oser parler de ce que je pouvais ressentir, même si tout ça n'était pas une analyse, c'était pas une analyse documentaire, mais c'était quelque chose qui était flottant, qui était là. Et je voulais d'une façon subtile pouvoir l'évoquer et se servir également de l'esprit, entre autres, de celui de Marcus pour pouvoir le faire.
Mirko, j'aimerais savoir comment vous travaillez. Déjà, comment vous avez alors créé ce livre, je pense que c'est assez loin, ça fait quand même 7 ans que vous l'avez écrit, mais j'imagine que vous travaillez peut-être de la même façon. Est-ce que vous travaillez de la même façon quand vous écrivez de la poésie et des romans, ou au contraire, votre cheminement d'écrivain change selon le genre que vous écrivez? Arbeitest du und für dich ja irgendwas, was und das Buch, du in dieser Vorgehensweise eigentlich vorgehst, wenn du schreibst und Romane, Buchrolle. Ja, es ist ganz unterschiedlich. Ich arbeite, wenn ich an einem Roman arbeite, ungefähr 10 Stunden am Tag an dem Buch und versuche, nichts anderes daneben zu machen, keine anderen Aufträge anzunehmen. Es ist sozusagen ein Freiraum, den ich mir schaffe, über mehrere Monate hinweg, das meistens nicht mehr gelingt, wenn man irgendwie, so wie ich, mitten in diesem Literaturbetrieb steckt und auch unter Geldverdienenzwang, dann kann man sich nicht monatelang nur mit einem einzigen Buch beschäftigen. Aber im Großen und Ganzen ist es schon so, dass ich 10 Stunden am Tag an einem solchen Buch arbeite. Halbes Jahr, ein Jahr, dann mache ich eine Pause und dann nochmal ein Jahr. Ungefähr 2, 3 Jahre brauche ich für jedes Buch in dieser Größe. Wenn ich Gedichte schreibe, ist es vollkommen anders. Das sieht man schon daran, dass ich Gedichte mit der Hand schreibe, während ich Prosa und besonders Romane am Computer schreibe, ohne Notizen. Und Gedichte schreibe ich punktuell, fast als eine Art Erholung oder auf Reisen. Sie wachsen so aus dem Erdboden wie Unkraut, das durch jede Betondecke kommt. Und ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis zu meinen Gedichten, aber sie sind mir ebenso wichtig wie meine Romane. Und ich habe das Gefühl, sie sind meinem Herzen auch noch näher. Deswegen sind es auch wahrscheinlich so, dass so vieles Poetisches in meinen Romanen auftaucht. Voilà, je travaille différemment entre mes romans et la poésie. Concernant les romans, je travaille à peu près, voilà, j'essaie de travailler 10 heures par jour sans rien faire d'autre, c'est-à-dire de ne pas avoir de commandes particulières, de ne pas devoir répondre à telle ou telle sollicitation. Bon, alors c'est difficile parce que quand on vit de sa plume, bah, évidemment, on ne peut pas travailler des mois durant, on a besoin de temps en temps de faire des commandes pour des questions d'argent. Mais en gros, pour les romans, voilà, 6 mois à ce rythme-là. Puis parfois un an, une pause importante, hop, il y a des commandes entre-temps, différentes choses, et ensuite je reprends. Et ce qui fait que le processus d'écriture peut sembler un peu long pour un roman, il est entre 2-3 ans. Voilà, c'est 10 heures, c'est moi, cette pause, puis de reprendre le texte. Pour la poésie, c'est différent parce que je travaille à la main. En fait, j'écris manuellement, alors que pour les romans, je les tape à l'ordinateur, mais il précise sans notice. Pour les poésies, c'est comme une sorte de respiration, une façon de se reposer, et ça semble être comme une sorte de plante rudérale. Vous savez, ces plantes qui poussent justement sur les ruines ou sur le béton. Et en ça, les poésies semblent plus proches de mon cœur, bien que je me serve également de ce langage poétique à l'intérieur de mes œuvres romanesques. Alors, je vais peut-être poser la dernière question, mais non moins importante. C'est celle du prochain roman. Parce que quand on a terminé le vôtre, on a forcément envie d'en lire un second. Est-ce qu'il y a des projets au sein du Typhon, je l'espère, pour un prochain roman de Mirko Bonet, ou c'est encore trop tôt? J'imagine donc, tout à l'heure, vous avez dit, hein, Florian et Yves, qu'il y avait plusieurs romans à traduire. Est-ce qu'il y a des projets en cours, ou pour l'instant, c'est encore trop tôt? Alors, bon, il va falloir survivre à 2021. Ouais. Ouais, c'est un peu la perspective. Voilà. Et puis faire aussi avec ce que disait Yves tout à l'heure, cette frustration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2021, travailler avec des auteurs vivants, enfin, c'est absolument génial ce qu'on fait ce soir, on est vraiment ravis, c'est super, etc. Et en même temps, on aimerait tellement pouvoir alterner, ce qui se passe là maintenant, c'est formidable, avec vous qui avez lu, On sent la passion, c'est formidable, et avec des rencontres physiques, ce serait terrible. Et le problème, c'est que ces satanées rencontres physiques manquent et on ne peut pas les faire. On a dû les décaler, peut-être les reporter. En même temps, on reporte, on ne sait pas ce qu'il en est.
Alors 2021, le but dans un premier temps, malheureusement, c'est un peu pragmatique, c'est survivre. Hein. Espérer que les libraires vont continuer à nous suivre et que ça ne va pas être des vagues de retour. Et cette interrogation sur est-ce que ça vaut le coup de faire quelque chose avec un auteur vivant en 2021 ou est-ce que si on survit, il vaut mieux pas le faire en 2022 au moment où on pourra enfin se rencontrer et entendre cette parole. C'est génial de pouvoir en parler ce soir, mais vous imaginez si on pouvait faire ça et dans une semaine être à Paris, à Lille, Marseille, Toulouse, etc. Ce serait tellement bien. Et là, malheureusement, on est bloqué et c'est très frustrant pour tout le monde. Au-delà, encore une fois, hein, on est ravis de pouvoir que ça puisse se faire et ce qui se passe ce soir, c'est formidable parce que ça rattrape encore une fois tout ce qu'on n'a pas pu faire. Et d'ailleurs, est-ce que je crois que Mirko Bonnet est le seul auteur étranger vivant du catalogue? Est-ce que je me trompe? Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était un peu. Encore, pour l'instant. Ich wollte mich bedanken bei Ihnen allen. Anthony, besonders vielen Dank für die Moderation. Vielen Dank für die wichtigen Impulse. Sehr schöne Fragen, die mich auch noch weiter bewegen werden. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie bitte gesund und passen Sie auf sich auf. Und vielen, vielen Dank für den tollen Abend. Voilà, je tiens à vous remercier vraiment chaleureusement, à la fois pour la qualité de la modération, Anthony, la qualité des questions que vous avez posées, l'attention et le soin. En tout cas, je vous souhaite de bien vous porter et voilà, bonne soirée, belle soirée à vous et merci beaucoup encore de cette initiative et de la qualité de vos questions. Je me joins évidemment aux remerciements aussi, c'est évident. Merci. Merci beaucoup pour votre intérêt. Et on va peut-être, je ne sais pas si Yves et Florian peuvent nous parler de la prochaine sortie en janvier, qui est importante. Et j'avais une autre question, pardon, à tout le monde, mais vous avez fait le choix de publier peu cette année, de repousser après Lucie Barat, Le Chien Noir. C'était un choix fort qui a été, j'espère, payant, mais en tout cas, est-ce que si 2021 se continue dans cette mouvance-là, vous continuerez de faire le choix de publier peu malgré les difficultés peut-être financières de chaque ouvrage? Nous, de toute façon, depuis le début de la maison d'édition, le but, c'est pas de publier à outrance. Le but, c'est de publier déjà des textes auxquels on croit, des bons textes, et surtout de réussir à les accompagner au mieux. Nous, ce qui compte, c'est qu'on a une économie qui fait qu'on ne peut pas se permettre, comme de grosses maisons d'édition, de parier sur un titre et se dire le reste, ce n'est pas grave. Nous, il faut que chaque titre fonctionne. Donc, tu te rends compte aussi des conséquences que peuvent avoir pour une économie comme la nôtre une année 2020 avec tout ce qui s'est passé, quoi. Donc, on a fait ce choix en 2020 de repousser effectivement le titre qui sort en janvier. C'était un titre prévu en 2020, d'ailleurs. Et oui, d'où ma question, c'est pour ça que… Encore une couverture merveilleuse. On l'a quelque part au bureau, on va le retrouver. C'est quand même mieux pour que ça sorte. Mais non, nous, on va rester en tout cas sur cette ligne de conduite, de publier peu, de faire ce qu'on essaie de faire découvrir des voix comme celle de Mirko, comme celle de Lucie, que vous avez rencontré pour quelques-unes d'entre vous, de faire aussi découvrir du patrimoine littéraire aussi, ce qui est quand même une des grandes parties du catalogue aussi, de faire résonner comme ça le présent et le passé dans la maison d'édition. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous pitcher un petit peu celui-ci? Alors, ce n'est pas une comédie. Voilà, ça s'appelle Un temps pour mourir. C'est pour ça d'ailleurs que vous l'avez repoussé aussi. C'est à cause de ce titre. Mais là, on va jouer le tout pour le tout, on le sort en janvier. Voilà. Un temps pour mourir. Qui l'eût cru qu'en 2021… Oui. Notre stratégie commerciale, elle est bien rodée. Plus jamais la nuit, Un temps pour mourir, on est sur une bonne lignée. 2021, il n'y aura que des titres avec le mot mort à l'intérieur. Ça, on est sûr de survivre. C'est ce qu'on s'était dit, oui. Et alors, justement, est-ce qu'on peut faire un petit pitch rapide, peut-être, de ce titre-là? Oui, nous, c'est vraiment, évidemment, un texte qu'on trouve formidable. C'est un texte d'André Masson, qui n'est pas le André Masson qu'on connaît en France, le surréaliste. C'est en fait une fratrie littéraire, c'est des frères à la Maurice dans les années 50
qui était très connu sur l'île de la Maurice, encore aujourd'hui, complètement ou quasiment inconnu en France. Il y a son grand frère qui s'appelle Loïs Masson, qui est un peu connu, qui a été notamment publié chez l'Arbre Vengeur. L'Arbre Vengeur va sortir les Tortues de Loïs Masson. Et donc ce texte de Un temps pour mourir de André Masson, qui, malgré les années qui nous séparent de sa date de publication, nous paraît d'une actualité folle. C'est l'histoire d'une catastrophe naturelle sur un plateau d'une petite île qu'on devine être la Maurice. Et c'est une première partie comme ça qui est formidable, qui évoque les figures de Giono, de Conrad sur la violence de la nature, sur vous savez, cette espèce quand on provoque trop la nature, elle se venge. Et en même temps, ce qui nous rend ce texte formidable, c'est la deuxième partie, c'est-à-dire comment on se reconstruit, comment les hommes ou pas arrivent à trouver un élan collectif, une solidarité pour réussir à se reconstruire. Et c'est tout l'enjeu de cette deuxième partie du texte, qui est vraiment... nous, on est encore ébahis. C'est un texte auquel voilà, évidemment, comme tous les textes qu'on fait, mais... Et c'est vrai que c'est à la fois avec le titre et le sujet, c'est une criante actualité parce que ça ne cesse de poser cette question du monde d'après, justement. Comment faire en sorte pour éviter de reproduire ce qu'on a pu reproduire. Et ça interroge également sur des points archaïques. En somme, ce qu'un anthropologue qui s'appelle René Girard appelait le désir mimétique. Vous savez, c'est le moment où le désir, on ne cesse de désirer dans le désir de l'autre. Et comment faire pour sortir de ce désir-là. Voilà, donc c'est la grande question d'André Masson. Il y répond comme ça, avec une virtuosité qui est vraiment extraordinaire. Et cette fois-ci, on a travaillé avec Éric Dussert, qui a signé la préface. Éric Dussert, vous le connaissez sans doute pour son travail sur les anthologies littéraires. Il a fait un travail formidable en 2018, ça s'appelait Caché par la forêt, où il a retracé les biographies de 123, je crois. 123 femmes de lettres. Vous voyez qu'on a complètement oublié. Et lui, hop, il a tout lu, il a retracé, il a montré tout ça, il a appelé ça Caché par la forêt. Et on est très fiers de sa préface. Et la thématique peut avoir effectivement des résonances contemporaines et politiques, mais par contre, ce qui est assez fou dans ce texte-là, c'est que ça se lit vraiment comme un roman d'aventure. Il y a cette force comme ça de péripéties, de rebondissements, une faculté aussi à créer des scènes qui sont, je pense, qui restent vraiment dans les mémoires quand on le lit. Et c'est un texte qu'on a fait le choix de le repousser justement aussi pour lui donner une chance en 2021, en espérant que l'année sera mieux. Et dans quelle collection il sort? C'est après la tempête ou pas? La tempête, ouais. Ok, très bien. Merci à tous. Merci à vous. Merci infiniment à tous les quatre. Ouais. Merci infiniment. Merci. Anthony, merci à tous. Merci beaucoup. Merci Florian et Juliette pour la traduction qui a été parfaite. Merci à vous. J'en suis certain, même si je n'ai pas compris un mot d'allemand, mais je suis certain que la traduction a été parfaite. J'appellerai quand même un huissier pour vérifier. Tu as enregistré en plus. C'est enregistré. C'est enregistré. Wow. Bon. Merci infiniment à tous et à très bientôt. L'émission du Typhon. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Merci Mirko. Au revoir.